Je viens d'apprendre qu'il y a un type qui a été nominé 41 fois au prix Nobel mais qui ne l'a jamais eu. Oui, 41 fois. Et dire que DiCaprio se plaint d'avoir attendu 6 nominations pour pouvoir être oscarisé. Bref, aujourd'hui, je vous parle de Gilbert Lewis. Gilbert Lewis naît en 1875 à Weymouth dans le Massachusetts. Il passe un doctorat de chimie à Harvard en 1899, puis devient professeur à Berkeley en 1912. Bon, c'était une biographie express, mais c'était juste pour vous montrer que le monsieur a quand même été étudiant à Harvard, puis professeur à Berkeley, une des plus grandes universités américaines. En 1916, Lewis s'intéresse aux liaisons atomiques. En gros, comment deux atomes peuvent être reliés. C'est quoi cette liaison? Il émet l'hypothèse que les liaisons atomiques sont en fait des partages d'électrons entre les atomes. Une hypothèse partagée par Irving Langmuir qui reçut le prix Nobel de chimie en 1932, puis reprise et validée par Linus Pauling, prix Nobel de chimie 1954. En 1923, il décide de donner une définition précise de ce qu'est un acide. Il est alors admis que les acides sont des molécules qui peuvent facilement donner un ion hydrogène, d'après une théorie proposée aussi en 1923 par Johannes Brønsted et Martin Lowry, deux chimistes de renom. Mais il y a un truc qui chiffonne Lewis. Et pour les acides qui n'ont pas d'hydrogène? La silice ou le trioxyde de soufre par exemple. Comment pourrait-il donner un hydrogène s'il n'en possède pas? Lewis propose alors une théorie. Comme je viens de vous l'expliquer, les liaisons moléculaires sont en fait des électrons partagés. Donc si une molécule perd un hydrogène, elle se retrouve avec un électron en plus. Et si, plutôt que de voir un acide comme un donneur d'hydrogène, ne serait-il pas plutôt un accepteur d'électrons? Cette notion d'acide de Lewis est largement acceptée par tout le monde et encore aujourd'hui enseignée dans les collèges et dans les lycées, au même titre que l'acide de Brønsted. En classe, on va plutôt parler d'acide de Lewis quand on veut parler d'échange d'électrons, ou d'acide de Brønsted quand on veut parler d'échange de protons. En 1931, Harold Urey, un ancien élève de Lewis, découvre le deutérium, une forme alternative de l'hydrogène qui contient un neutron supplémentaire. Puis 2 ans plus tard, Lewis utilise les connaissances apportées par Urey pour synthétiser pour la première fois de l'eau lourde, une eau ne contenant pas d'hydrogène mais les fameux deutérium à leur place. Pour sa découverte du deutérium, Harold Urey reçut le prix Nobel de chimie en 1934. Bon, je résume. Lewis travaille sur les liaisons atomiques, 2 prix Nobel, mais pas pour lui. Il donne une définition précise de ce qu'est un acide encore largement utilisé aujourd'hui dans les collèges et dans les lycées. Encore rien. Il synthétise pour la première fois de l'eau lourde grâce à des connaissances apportées par son élève. C'est l'élève qui prend le prix Nobel. Ça fait beaucoup là, non? Et encore, on aurait pu dire que les travaux de Lewis étaient peut-être décriés par la communauté scientifique, mais même pas. Et je vous rappelle qu'il a quand même été nominé 41 fois par les plus grands. Vous avez ici toute la liste, mais rassurez-vous, je ne vais pas tout lire. Pour ne citer que, vous avez Langmuir, prix Nobel de chimie 1932, Fritz Haber, un chimiste allemand controversé mais néanmoins prix Nobel de chimie 1914, et même Max Planck, prix Nobel de physique 1918. Non mais vous réalisez à quel point c'est faramineux? Mais alors pourquoi il a pas eu le prix Nobel? En fait, on sait pas vraiment. Il y a quand même une théorie qui revient assez souvent, mais vous allez voir que je la trouve un peu incohérente. Lorsqu'il était étudiant, Lewis travaillait avec un chimiste allemand du nom de Walter Nernst. Nernst et Lewis se seraient plusieurs fois pris le bec dans leur labo. Or, Nernst était un proche de Wilhelm Palmer, un des membres du comité des prix Nobel. C'est donc ce que propose cette théorie. Palmer aurait mis des bâtons dans les roues de Lewis. Et c'est ça qui me plaît pas dans cette théorie. Si c'était vraiment le cas, il n'aurait sans doute pas nominé Lewis 3 fois pour le prix Nobel de chimie. En plus, Nernst, qui est quand même prix Nobel de chimie en 1920, a quand même dû attendre 15 ans pour pouvoir récupérer sa récompense. Tout ça à cause de Svante Arrhenius, un autre membre du comité Nobel très influent. Donc Nernst, tout nobelisé qu'il était, n'avait peut-être pas tant d'influence que ça sur le comité Nobel. En bref, je comprends toujours pas pourquoi le comité Nobel n'a pas voulu décerner la récompense à Lewis. Peut-être aurait-il dû passer la nuit dans la peau d'un ours pour pouvoir espérer décrocher le prix Nobel. Bon c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine!